Barbie est une poupée créée par Ruth Handler, commercialisée le 9 mars 1959. Mattel en a fait un empire que vous connaissez, devenu l'un des symboles les plus puissants de la pop culture depuis plus de 60 ans. Mais peu de gens connaissent la véritable histoire qui se cache derrière Barbie, et encore moins les intentions initiales derrière sa création. Entre sexualisation, grosse stratégie marketing, une poupée d'abord destinée au fantasme masculin dans une Allemagne d'après-guerre, un jouet accusé de détruire la confiance en soi de plusieurs générations, et un plagiat qui aurait pu faire en sorte que Barbie ne soit pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Nous, c'est Antoine et Chloé de la chaîne YouTube Antoine et Chloé. Aujourd'hui, on va vous raconter toute l'histoire cachée derrière un jouet que tout le monde connaît, Barbie. Une partie de notre histoire commence en Allemagne au tout début des années 50. Bon, en 1950, l'Allemagne ça va pas très bien. Disons qu'ils sortent d'une petite histoire avec... Bon, vous savez quoi. L'Allemagne est encore marquée par la guerre, elle est en pleine guerre froide, occupée à l'est, en reconstruction, mais en voie de modernisation et de libération, surtout à l'ouest. Et c'est dans cette ambiance pas ouf qu'un certain Axel Springer veut créer un journal. Et Axel, il a un objectif très clair avec son journal, tenter de devenir The Journal. Et le nom du journal, c'est Bild. Bild est basé à Hambourg, qui se trouve dans la partie ouest de l'Allemagne. Rappelez-vous, pendant la guerre froide, l'Allemagne était divisée en deux. Et il pense à une recette pour que son journal cartonne. Et la recette, elle est simple. Des gros titres qui claquent, des photos partout, des potins, des scandales et surtout un ton volontairement provoque. Faire un journal avec cette ligne édito, à cette époque-là, fallait oser. Et vous savez quoi ? Et ben ça marche. Le temps passe, les équipes s'agrandissent et la rédaction demande à un caricaturiste de créer une petite bande dessinée censée servir de bouche-trou quand un article saute. Reinhardt commence par dessiner un personnage, un bébé, mais le journaliste qui suit le projet, il est pas du tout emballé. Le personnage est donc remplacé par une certaine Lily. Lily, c'est une blonde platine avec un style de pin-up, c'est clairement une femme fantasme. Parce qu'il faut savoir que dans la bande dessinée, Lily a le rôle d'une prostituée. Oui, on est passé d'une prostituée à Barbie, on va tout vous expliquer, ne vous en faites pas. Sans parler de son aspect, elle travaille, elle parle ouvertement de sexe dans le journal, ce qui fait l'effet d'une bombe dans l'Allemagne pudique d'après-guerre. Le genre de BD avec de bonnes blagues de beaufs bien sexistes. Elle est évidemment adulée par les lecteurs masculins, et Lily fonctionne tellement bien qu'elle obtient une rubrique dédiée à son personnage. Face au succès de Lily, Bild va encore plus loin et lance en 1953 une poupée à son effigie. Et attention, c'est pas un jouet pour enfants. Non, 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 non. Elle est commercialisée comme une mascotte du journal et la fabrication est confiée à deux frères, les frères Hauser. Et retenez bien leur nom parce qu'on va en avoir besoin un peu plus tard dans l'histoire, ça fait partie du gros rebondissement. Bref, petite histoire de plagiat, 3 fois rien. Ouais. Les frères Hauser fabriquent des figurines, c'est pour ça que Bild va leur demander de faire la fabrication de la poupée. Lily est donc mise en vente dans un tube en plastique accompagné d'un exemplaire du journal Bild. On la voit qui porte des tenues variées avec plusieurs accessoires. Elle est vendue sous 2 tailles différentes. Bref, Bild Lily reflète une Allemagne en quête de divertissement et de légèreté dans l'après-guerre. Mesdames et messieurs, surtout les messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Bild Lily. Je t'ai main sur le côté, je te vois, je te juge fort. Je m'appelle Bild Lily. Je suis pas ta queen lady. Je suis Barbie. Bon, maintenant qu'on vous a présenté Bild Lily, il est temps pour nous de vous raconter l'histoire de la création de Barbie. À travers une femme qui a révolutionné le game des jouets. Une businesswoman comme vous n'en avez jamais connu. Une femme qui a littéralement changé le quotidien de millions d'autres femmes. On vous présente Ruth Handler. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous l'avez pas vu venir, hein. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est NordVPN? Bon, je vais quand même le faire pour les gens au fond de la classe. NordVPN, c'est un service qui chiffre votre connexion internet, qui masque votre adresse IP et qui vous permet de naviguer de façon sécurisée et totalement privée. Voilà, là par exemple, vous ne me voyez pas parce que je suis caché. Et ben avec NordVPN sur internet, c'est la même chose. En plus de ça, NordVPN vous protège contre les arnaques sur internet et croyez-moi, il y en a beaucoup. Rien qu'en janvier 2025, NordVPN a bloqué plus de 136 millions d'arnaques. Vous savez ce que c'est déjà 1 million? Avec notre premier lien en description, vous avez jusqu'à 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, ce qui représente moins de 3 € par mois. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Par exemple, nous, la semaine dernière, on voulait voir The Substance, mais là n'a pas été notre surprise quand on a vu qu'il n'était pas disponible sur le catalogue français. Alors on a cherché partout et ça disait désolé, votre contenu n'est pas disponible dans notre pays. Mais excusez-moi, qui vous a dit que j'étais dans mon pays? Du coup, on a pu voir le film. Donc si vous aussi, vous avez plein d'abonnements pour voir plein de bangers cinématographiques, mais que comme par hasard, ils sont pas disponibles dans votre pays, c'est le moment de prendre NordVPN, toujours en première ligne de description. En choisissant NordVPN, vous ne choisissez pas le 3e, ni même le 2e, mais le premier VPN, le plus rapide de la planète. En plus de ça, vous bénéficiez d'un service client disponible 7 jours sur 7 pour vous aider à chaque fois que vous en avez besoin. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais avec un compte NordVPN, vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils. Bref, pour avoir accès à tout ce que propose NordVPN, vous avez compris, c'est le premier lien en description. Allez-y, cliquez, ça soutient la chaîne directement. Merci à NordVPN de soutenir notre chaîne YouTube. Revenons maintenant à notre histoire.
Ruth est née le 4 novembre 1916 dans le Colorado, à Denver. Elle est la cadette d'une fratrie de 10 enfants. Ruth a eu une éducation très stricte, mais avec amour. Et plus elle grandit, plus on se rend compte qu'elle a un caractère très fort. Elle est curieuse, indépendante, et on note qu'elle a un goût pour les affaires. Arrivée à l'adolescence, elle commence à travailler pour aider sa famille. Elle est vendeuse, enchaîne les petits boulots, et petit à petit, tout le monde se rend compte qu'elle développe un peu une fibre commerciale. Pendant une soirée, elle rencontre un certain Elliot, et c'est le coup de foudre. Et Elliot va être important pour la suite de notre histoire. Ruth déménage en Californie à l'âge de 19 ans pour travailler en tant que secrétaire chez Paramount Studios. Elliot la rejoint par la suite, ils se marient et ils ont 2 enfants, Barbara et Kenneth. Voilà, je pense que vous l'avez, mais n'allons pas trop vite. Et c'est pas parce qu'elle a des enfants qu'elle devient femme au foyer, ça c'est mal la connaître. Elle garde son poste à Paramount et elle gère l'éducation de ses enfants à côté. De son côté, Elliot il est passionné par le design, du coup il commence à fabriquer des meubles, des objets de déco avec des matériaux innovants pour l'époque. Et Ruth en voyant ça, elle se dit qu'il y a un truc à faire. Elle va voir Elliot et elle lui suggère de vendre ce qu'il fabrique. Ce qui a conduit à la création de leur toute première entreprise dans leur garage. Généralement les bonnes histoires commencent par le garage. Nous on n'a pas commencé dans un garage nous. Non. Donc on est dédié à pas réussir. Ruth fait le tour des différents magasins de décoration de la ville en présentant les créations d'Elliot. Et petit à petit, il commence à avoir une plus grosse clientèle et à bien se développer. Et évidemment, tout ça a attiré l'attention de plusieurs investisseurs locaux. Et c'est en 1941, grâce à l'apport financier de 4 hommes d'affaires, qu'ils ont pu quitter leur garage pour s'installer dans de nouveaux locaux en périphérie de Los Angeles, ce qui leur a permis de produire à plus grande échelle. Grâce à ça, l'entreprise a connu une croissance significative et quelques années plus tard, elle employait environ 300 personnes avec un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dollars. C'est fou. Mais oui, tout allait bien, mais Ruth, elle a senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle voit que les actionnaires ils sont plus trop d'accord entre eux et ça c'est mauvais signe. Du coup elle va dire à Elliot, écoute frérot, vends tes parts, on se casse. Avec l'argent, on se crée notre propre entreprise à notre image. En 1945, Elliot et son ami Harold Matson fondent leur toute nouvelle entreprise qui allait éteindre tout le game. Mais ça, ils sont pas encore au courant. Et cette entreprise, c'est Mattel. Ruth, quant à elle, n'est pas officiellement fondatrice, mais elle joue un rôle central dans l'entreprise. Alors Matt pour Matson, elle pour Elliot. Vous allez me dire, mais attends, Ruth alors dans l'histoire. Ils ont posé la question à Elliot et il a répondu que il y avait pas la place pour mettre Ruth dans le nom. Matt, Ruth, elle. Ruth Matt, enfin ça marchait pas en fait. Donc Mattel est créé, alors est-ce que ça y est, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est là où on va enfin créer Barbie? Calmez-vous. On y arrive. Dans le contexte de l'après-guerre, tous les parents qui se sont privés de plein de choses, du coup, vu que c'était la guerre, sont dans un mood où ils ont envie de faire plaisir à leurs enfants. Et s'il y a un coup à jouer maintenant, ce serait d'investir dans la vente de jouets. Ruth, en voyant ça, elle se dit... Mais il y a un business à se faire là les gars. Et si je vendais des maisons de poupées? Et évidemment, ça marche de ouf. Et cette idée va propulser la société Mattel sur un nouveau marché prometteur et très rentable. Mattel va se démarquer car Ruth va sous-traiter sur l'ensemble du territoire américain pour produire des jeux et des jouets totalement innovants. Et grâce à la vision de Ruth et au talent d'Elliot, l'entreprise a rapidement évolué pour devenir un acteur majeur de l'industrie du jouet. Dans les années 50, Mattel enchaîne les succès, notamment parce qu'Elliot réussit à intégrer toute une variété de nouveaux matériaux dans la fabrication. Tout ça permettant de varier les décors, les astuces, ce qui offre plus de créativité. Et surtout, des ventes qui s'envolent. Mais vraiment des ventes qui s'envolent. Au milieu des années 50, Mattel passe la barre des 15 millions de chiffres d'affaires et devient ainsi le deuxième meilleur fabricant de jouets du pays. Et pendant que eux ils passent la barre des 15 millions de dollars de chiffre d'affaires, et nous on aimerait bien passer le cap des 40 000 abonnés. Donc abonnez-vous. Alors je sais, on vous a toujours pas parlé de Barbie, mais on y vient justement. On y vient. Parce qu'à ce moment-là, Ruth elle aurait pu se dire, écoutez les gars, on a plié le game, on est bon, on est blindé, on peut s'arrêter là. Mais non, c'est mal connaître Ruth tout ça. Alors elle va continuer de réfléchir parce que elle dans sa tête, elle veut toujours innover, elle se pose toujours plein de questions de qu'est-ce que je vais créer par la suite, quel va être le prochain banger que je vais faire. Un jour, Ruth, elle est tranquille chez elle et là elle voit sa fille Barbara jouer avec ses copines avec des poupées en papier. Et Ruth, elle remarque que ses filles et ses copines donnent à ses poupées des rôles d'adultes. Des métiers, elle les habille avec différentes tenues. Et là, Ruth, elle a une illumination. Je vais créer une poupée. Parce qu'à ce moment-là, sur le game des poupées, c'est que des bébés. Nul. C'est nul. Les jouets pour les filles étaient plus restreints que ceux pour les garçons en termes d'imagination. Les garçons pouvaient devenir pompiers, astronautes, cow-boys, chirurgiens, alors que les filles avaient des jouets pas ouf. Donc elle va voir son mari Elliot et les autres dirigeants de l'entreprise et elle leur dit, les gars, on va créer des poupées adultes destinées aux filles. Alors il y a tout le monde qui la regarde et qui lui dit attends, ça marchera pas ton histoire Ruth. On va devoir faire une poitrine, des jambes fines, une taille fine, enfin ça va jamais se vendre. Et en plus de ça, on va se prendre un scandale de ouf. Ah non, on va perdre de l'argent avec ton histoire, je te le dis. Ah non, je te le dis, ah non, ouais, on va perdre de l'histoire. Attends. S'il savait. Bon, en vrai, s'il disait ça, c'est parce qu'on est dans une période où l'Amérique, elle est un peu pudique et tout ce qui est un peu subjectif, c'est pas la bienvenue. Les Américains ne vont pas comprendre comment une poupée adulte féminine peut être vendue à des petites filles. Et Ruth, elle est un peu dégoûtée parce que elle aimait bien son idée. Mais moi, je pense sincèrement qu'elle a besoin de vacances. Et pourquoi pas aller
en Europe. Elle est avec ses enfants, elle visite l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, et d'ailleurs c'est en passant en Suisse qu'elle tombe devant un magasin qui vend, attention, accrochez-vous, contre toute attente, une poupée, enfin pas qu'une, plusieurs d'ailleurs, des poupées de 30 cm, elles ont des vêtements différents et tout machin, il y en a une qui est assise sur une balançoire et tout, et là Ruth elle se dit mais c'est exactement ça que j'avais en tête. Mais à votre avis, qui est cette poupée? Eh ben c'est Bill Lilly. Ruth n'ayant pas un cerveau de mal alpha, elle ne comprend pas que cette poupée est destinée aux hommes. Les vrais hommes. Respectez-moi! Elle rentre dans la boutique et elle dit à sa fille, bon bah vas-y, tu veux laquelle? Sa fille elle est là, mais je sais pas, toutes les tenues sont géniales, je sais pas laquelle choisir. Ruth elle va voir la vendeuse, elle leur dit, bah écoute, je vais vous prendre une poupée avec les tenues des autres, est-ce que c'est possible? La vendeuse lui dit non. Donc là Ruth elle se dit, oula, petite faille. Comment ça on peut pas acheter les... Ok, bon, je vous prends 3 poupées, j'en file une à ma fille, j'en garde 2 pour moi, que je vais montrer à Mattel. Évidemment, pendant le trajet du retour, elle en parle à Elliot, elle le convainc que c'est une bonne idée. Elliot accepte l'idée, mais en même temps, avait-il le choix? En voyant ça, Ruth, elle pense pas à l'objet pour homme, mais plutôt pour les petites filles. Elle imagine une poupée avec différents vêtements, différents métiers, différentes histoires qui sort du cadre de la figure féminine de la petite maman ou de la poupée bébé. Elle transforme un objet qui, à l'origine, pensé par des hommes pour des hommes, en quelque chose de totalement nouveau. Une poupée créée par une femme, pour les femmes. Enfin, surtout pour les petites filles au début. Donc là, Ruth, elle arrive de ses vacances, et là, direct, c'est réunion avec Mattel. On va vendre des poupées pas chères, genre 3 $, en vendant des accessoires séparément. Les habits, les voitures, les sacs, les chapeaux, les chaussures, etc. Elle travaille avec un designer pour créer la poupée, et il faut d'ailleurs lui trouver un nom à cette poupée, et c'est là qu'elle pense tout naturellement à Barbie, le diminutif de Barbara, le prénom de sa fille. Maintenant qu'on a la stratégie et la poupée, il va falloir la vendre. Ruth, elle voit que ça va être dur de vendre ça au States, du coup, vu qu'elle sait très bien s'entourer, elle va demander à Ernest Dichter, appelé aussi le manipulateur. C'est un expert marketing qui est trop fort pour trouver des techniques pour que les gens achètent des choses qu'ils ne voulaient pas à la base. Mais je pense que vous vous rendez pas compte de qui est Ernest, alors laissez-moi vous expliquer vite fait qui est ce type et à quel point c'est un fou. Ce mec a compris un truc que personne n'avait compris à l'époque, les gens n'achètent pas avec leur cerveau, ils achètent avec leur désir. Avec lui, on vend pas des produits, on vend des fantasmes, des désirs, des émotions, des identités. Par exemple, comment faire exploser les ventes d'une entreprise de savon? Le savon, c'est juste un produit d'hygiène, quand il y en a plus, t'en rachètes un, point. Ernest, lui, a mené une investigation auprès de plein de personnes, plein de femmes en l'occurrence. Il pose plein de questions et il découvre que se laver, c'est pas juste être propre. C'est un moment à soi, sensuel, presque sacré. Résultat, nouvelle pub pour l'entreprise. On envoie les bulles, une femme détendue, des mains qui glissent lentement sur la peau et bam, les ventes explosent. Dans une pub de rasoir, par exemple, on s'en fiche que le rasoir y coupe le poil. C'est même pas ça qui est mis en avant. Regardez. Je me rase, mais ce n'est même pas le plus important, car si vous regardez bien, je n'ai même pas de poils. Et c'est en partie grâce à lui que les pubs de voitures ressemblent à celles que l'on connaît aujourd'hui. Parce qu'en vrai, une voiture, c'est uniquement un moyen de transport, c'est tout. Tu pourras rien faire d'autre avec ta voiture. Il fallait faire en sorte que les gens achètent. Et du coup, avec Ernest, une voiture, c'est ton reflet dans le miroir. C'est la puissance, la liberté, la virilité. Et aujourd'hui, votre voiture devient une extension de votre ego. Bref, Ruth fait appel à ce type pour faire une enquête. Ernest va interroger 23 pères, 45 mères et 357 enfants. L'opération coûte 12 000 $, et ça y est, on a la grosse problématique. Les mamans trouvent Barbie beaucoup trop sexy pour une poupée destinée à leur fille. Ernest va donc devoir trouver une solution pour régler ce problème et il a une idée de génie. Excusez-moi mesdames, vous ne comprenez pas. Barbie va aider vos filles à apprendre à s'habiller, à se faire belle, à se préparer pour plus tard, pour qu'elles puissent séduire un homme, quand elles auront trouvé un mari et qu'elles seront enfin devenues une vraie femme. Quelle horreur. Et ça passe, tout le monde trouve ça incroyable, c'est éducatif, c'est dans les normes, c'est dans l'air du temps, c'est validé. Le discours à cette époque passe crème. Alors je sais, en 2025 ça ne passerait pas. Voilà. Mais à l'époque, voilà. Et c'est pour cette raison que dans la première publicité de Barbie, on la voit habillée en robe de mariée, pour rappeler à tout le monde le but de cette poupée. Et c'est là où Mattel est très fort. Barbie est aussi vendue comme une femme indépendante qui a 1000 métiers, qui n'a absolument pas besoin de Ken, qui a sa propre... C'est trop bizarre de dire ça. Pas besoin de mec, quoi. Et il y a un énorme paradoxe. Une poupée censée préparer les filles à être de bonnes femmes, en leur montrant petit à petit qu'il vaut mieux être une femme libre qui fait sa vie sans un homme. Et on note déjà ici les premiers changements de l'image de la femme qui devient de plus en plus autonome. Bon, maintenant qu'on a la technique auprès des adultes, il va falloir vendre cette poupée aux enfants. Il faut que les enfants harcèlent leurs parents pour leur dire « Je veux la Barbie, je veux la Barbie !» Il va falloir faire un énorme coup de pub. Et à votre avis, quel est le seul endroit au monde à la télévision où tous les enfants ont les yeux rivés ? Bon, elle était facile celle-là. Le Mickey Mouse Club est une émission pionnière qui est diffusée à la télévision. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, la télévision c'est une nouvelle technologie. Ruth et Elliot vont appeler Walt pour lui demander combien ça coûte une petite pub dans son émission. 500 000 $.
Walt, il a les idées claires. 500 000 $ en 1959, ça équivaut à peu près un peu moins de 5 millions d'euros en 2025. À cette époque-là, cette valeur, c'est la valeur estimée de la société Mattel. Sachant que la télé, c'était tout nouveau, c'était pas les statistiques d'aujourd'hui, pas tout le monde avait une télé. Décider de miser sur un format et un outil qui n'a pas encore fait ses preuves, il fallait vraiment avoir beaucoup d'audace. Donc là, Walt, il propose 500 000 $, Ruth et Elliot, elles se regardent, ils font « C'est validé, Walt. On t'envoie le chèque. » La pub passe à la télé et ça marche. Les enfants harcèlent les parents pour avoir des Barbie et c'est même les mamans qui choisissent Barbie pour l'acheter aux enfants. D'ailleurs, quand Barbie robe de mariée est sortie, les ventes ont explosé à tel point que la production était en retard. On a un autre paradoxe avec cette robe de mariée, c'est que Barbie ne peut pas se marier. Et dans le marketing, si Barbie se marie, ce serait définitif et ça fermerait le côté ouvert du jeu. Barbie est présentée au salon du jouet de New York en 1959 et elle porte le fameux maillot de bain rayé noir et blanc. Le salon ouvre ses portes, la presse et les professionnels arrivent sur le stand Mattel et ils en ont rien à faire de Barbie. Ils regardent les autres jouets, les nouveautés, mais pas Barbie. Évidemment, la presse va pas vraiment bien parler de Barbie. On va pas acheter des poupées à nos gamines avec des formes et tout, et... Ils sont fous chez Mattel, c'est quoi cette éducation? Mais qui dirige la presse? Qui sont les professionnels présents au salon? Ce sont des hommes. Parce qu'à part les hommes, Barbie est un véritable succès auprès des femmes. Les femmes adorent l'idée que Barbie est une femme indépendante, elle n'a pas de mari, elle n'est pas là pour être femme au foyer. D'ailleurs, il y a même pas de cuisine dans la maison de Barbie. Elle fait comment pour manger? Bah, tu m'étonnes qu'elle est fine. Dès sa première année de lancement, Barbie cartonne. Plus de 350 000 poupées vendues à seulement 3 $. La stratégie de vente des accessoires séparément fonctionne incroyablement bien. Bravo Ruth. Entre Barbie qui est en virée avec ses copines, qui fait son meilleur bronzage au bord de la piscine, elle est médecin, vétérinaire, astronaute. Aujourd'hui, elle a plus de 200 carrières différentes. Et pour votre info, le premier métier de Barbie, c'était fashion designer. Bon, n'oubliez pas qu'il va y avoir un petit problème de plagiat à un moment donné dans la vidéo. Un petit procès. Je vous tease un peu. Barbie capte l'air du temps et il y a toujours des mises à jour avec l'actualité. Quand on commence à voyager dans l'espace, Barbie astronaute. Quand Martin Luther King devient une figure incontournable, Barbie noire. Quand Jackie Kennedy devient première dame, Barbie brune à la coupe courte. Et la marque, elle s'adapte tout le temps et elle anticipe même ses ventes avec un petit questionnaire pour que les enfants disent « Ah bah j'aimerais bien avoir Barbie médecin ». Comme ça, eux, ils ont des stats pour savoir ce que les enfants aiment pour ainsi prévoir leur vente. Et avec tout ça, on peut se poser la question, mais où est Ken? Eh bien, il est juste après la pub. Oh non! Eh bien, il faut savoir que Ken, de base, il est pas prévu. C'est même les petites filles qui écrivaient à Mattel pour avoir un personnage pour jouer des romances. Et c'est en 1961 que Mattel va créer Ken. Pourquoi Ken? Bah parce que le fils de Ruth s'appelle Kenneth. Et il est plus considéré comme un accessoire de Barbie finalement que comme une poupée à part entière, vu les ventes qui ont été clairement en dessous de Barbie. D'ailleurs, en parlant de Ken, le pauvre, le fils de Ruth s'est fait harceler à l'école à cause de Ken parce qu'en fait, il a une petite bosse au niveau des organes génitaux. Du coup, bah, je vous laisse imaginer les blagues qu'il a subies. Petite bosse, MDR. Et c'est d'ailleurs Ruth qui s'est battue pour que Ken ait un signe distinctif de masculinité parce que de base, il n'y avait rien. Et pareil, Barbara, la fille de Ruth, se faisait tout le temps arrêter dans la rue pour qu'elle signe des autographes. Bon, elle comprenait pas trop le rapport car bah c'est pas Barbie, c'est un humain. Ce qui est intéressant, c'est que Barbie a été un peu la pionnière des univers étendus. Il y a eu énormément de produits dérivés, dont un très important, le magazine de comics Barbie et Ken. Et quand on ouvre ce magazine, à la première page, on voit une carte des États-Unis qui indique tous les endroits où se trouve le fan club de Barbie. Et il y en a absolument partout. Tout ça permet aux jeunes filles de se retrouver pour discuter de Barbie, de jouer ensemble et évidemment de découvrir ce qui va sortir en avant-première. La thune avant tout. Mattel avait carrément une équipe dédiée à faire tourner ce fan club, et ce fan club c'était environ 500 000 membres dans le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est dans une époque où internet n'existe pas, les réseaux sociaux n'existent pas, et ils ont réussi à faire un truc qui rassemble 500 000 personnes. Bon, est-ce que vous vous rappelez des frères Osseur? Et si, rappelez-vous, c'est ceux qui ont fabriqué Lil Bill Lily là, la poupée qui a inspiré Ruth. Bah ça y est, ils viennent de se réveiller, ils vont faire un procès contre Mattel. Ah, on y est, le procès. Bah déjà Barbie elle fait la même taille que Bill Lily. Même proportion, même système d'articulation, même concept de femme adulte stylée. Alors juste le concept de poupée existe depuis très longtemps. À l'origine, les poupées n'étaient pas des jouets mais des mannequins miniatures utilisés dès le 18e siècle pour présenter les collections de mode. Là, on ne parle pas d'objets pour la haute couture, mais de poupées commercialisées pour le public. Et à votre avis, qui a gagné le procès? Parce que là, Mattel, ça part mal. S'il y a du plagiat, c'est... Mattel a réussi à retourner la situation. Mattel a acheté les droits de Lily et les brevets associés pour 21 000 $, équivalent à 200 000 € aujourd'hui. Ce rachat a permis à Mattel de mettre fin au litige à l'amiable, sans reconnaissance officielle de plagiat. Vu que les frères Osseur, ils avaient un peu besoin de thunes parce que leur entreprise, ça allait pas trop, bah ils ont accepté. Mais malheureusement pour eux,
leur entreprise a fait faillite. Mais le karma va rattraper Ruth, car au début des années 70, ça va être la dégringolade pour Mattel. Les ventes, elles dégringolent, et tout ça soulève une nouvelle problématique. Les filles ne se reconnaissent plus trop dans Barbie. Bah disons que Barbie, elle a pas vraiment un corps possible. Elle est dans des standards stratosphériques, c'est un canon de beauté inatteignable, et le problème c'est que les filles elles se comparent à Barbie, et c'est dangereux pour la vision qu'elles ont de leur propre corps. Il y a quand même certains accessoires de Barbie qui disaient que pour perdre du poids, il fallait juste ne pas manger. Spoiler, eh ben non. Il y avait même une balance Barbie avec un poids fixé à 49 kg, et ça dans la tête des enfants, bah c'est vraiment pas la meilleure façon pour les aider à accepter leur corps. Il y a même une étude qui nous explique que si Barbie vivait parmi nous, elle aurait de sacrés problèmes de santé. En commençant par son IMC qui est de 16, et sachant que Barbie mesure 1m75, eh ben elle serait en sous-nutrition la pauvre. D'ailleurs on a fait une expérience, et voici à quoi on ressemblerait avec les mêmes proportions que Barbie et Ken. C'est flippant. Face à ces critiques, Ruth nous explique que dans tous les cas, les femmes ont des problèmes avec leur physique, et que ce n'est pas Barbie qui est venue imposer des standards particuliers. Bon, elle a pas trop aidé non plus, mais Ruth, en ce moment, ça va pas fort. Pourquoi ça va pas fort? Bah parce qu'elle est accusée de détournement de fonds en 1975. Elle est contrainte de quitter son poste de présidente de Mattel. Le gendarme de la finance américaine la poursuit en justice pour fraude, falsification de rapports financiers. Ce qui est ressorti de l'enquête, c'est que Ruth a autorisé la falsification des comptes de la société, mais ça, elle ne l'a jamais assumé. Ruth va alors être condamnée à une amende de 57 000 $ et va devoir faire 2500 heures d'intérêt général. À cette époque, c'est la plus longue peine de travail général que quelqu'un a reçue. Elle explique tout ça par sa maladie, en expliquant qu'elle n'était pas assez concentrée sur l'entreprise et que sa vie était un peu floue. Parce que, en effet, Ruth a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 1970. Elle a d'ailleurs subi une ablation du sein, donc au niveau de son énergie et de sa santé, c'était pas top. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vu qu'on lui a enlevé un sein, elle est allée voir une entreprise qui font des prothèses de sein, et elle s'est rendue compte que les prothèses étaient claquées au sol. Elle a très vite compris que c'était les hommes qui créent des prothèses de sein, et que une femme serait quand même mieux placée pour faire des prothèses de sein qu'un homme. Et du coup, qu'est-ce qu'elle décide de faire ? Une entreprise de prothèses mammaires. Les prothèses étaient beaucoup plus réalistes et beaucoup plus confortables. Comme Barbie avec les petites filles, Ruth souhaite avec ses prothèses mammaires défendre sa confiance en elle, celle des femmes touchées par le cancer du sein. Le modèle de la prothèse mammaire s'appelle Nearly Me, presque moi. Elle dirige sa société avec une équipe entièrement constituée de femmes qui, pour la plupart, sont des survivantes du cancer du sein. Et la stratégie de Ruth pour vendre cette prothèse, elle est assez simple. Elle ouvre son chemisier devant tout le monde et elle dit « Hey, lequel est la prothèse ?» Et c'était ça, sa stratégie de vente, et elle a grave fonctionné. Malheureusement, en 1989, elle perd son autre sein à cause du cancer. Elle est fatiguée, Ruth, alors elle décide de lever son pied. Voilà, faut qu'elle arrête de créer des entreprises dès qu'il y a une opportunité. Et stop, on se calme. Autre anecdote, la poupée Barbie la plus chère, avec un collier en diamant, a été vendue à plus de 300 000 $ et cet argent a été utilisé pour la lutte contre le cancer du sein. Ruth est décédée en 2002 à l'âge de 85 ans et Elliot, quant à lui, est décédé quelques années plus tard à l'âge de 95 ans. Ruth est partie, mais on a toujours un problème avec Barbie. Beaucoup de monde râle parce que la poupée elle est pas encore assez inclusive. Barbie est trop mince, elle ne représente pas la multitude de formes et origines différentes. Mais ça c'est les woke, vous voulez une obèse avec les cheveux verts ou quoi? L'entreprise Mattel a donc décidé de créer une toute nouvelle panoplie de Barbie en 2015. 175 poupées différentes, 8 couleurs de peau, 18 couleurs pour les yeux, 23 couleurs pour les cheveux, 14 formes de visage. Avec des publicités très soignées et des mises en scène rendant la poupée plus réelle. C'est en 2015 qu'on a une publicité de Barbie avec un petit garçon. En 2016, Mattel continue avec de nouvelles silhouettes et des tailles plus humaines, prenant en compte davantage de formes. Ils ont fait la même avec les poupées Ken en 2017 niveau physique. Parce que ça c'est pas possible hein. En 2019, ils ont décidé de sortir une vingtaine de nouveaux modèles avec différentes représentations physiques. Dans les nouveautés, il y a une poupée non genrée et personnalisable, une poupée atteinte de vitiligo, une autre en fauteuil roulant, une qui est chauve, une avec des prothèses auditives, une poupée atteinte de trisomie 21, une poupée avec une prothèse. Et grâce à tout ça, les poupées Barbie se vendent mieux. Et ils ont même sorti des poupées représentant des femmes connues. En France, on a celle de Lena Situation. Elle se prend trop pour une star de toute façon, Lena Situation. Et évidemment, on ne va pas vous quitter sans vous parler du film Barbie qui a quand même boosté les ventes de 11%. C'est énorme, 11%. Mais c'est moins énorme que l'URSSAF. Au final, Barbie, c'est bien plus qu'une poupée. C'est un miroir des contradictions de notre société, né d'un fantasme masculin repensé par une femme visionnaire, utilisé comme un outil marketing avant de devenir un symbole d'émancipation. Puis critiquée pour ses excès, ses dérives, son impact sur l'image de soi. Elle a traversé des décennies en s'adaptant, en se transformant, en se rachetant parfois, mais sans jamais quitter la scène. Barbie, c'est un jouet, ok, mais c'est aussi une histoire d'influence, de pouvoir et de lutte pour redéfinir ce que signifie être une femme. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo, vous trouverez le lien en première ligne dans la description. Il est temps pour nous de vous laisser. Merci aux nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées. Donc abonnez-vous, merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Ciao.